Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre parcours et vos succès ont fait de vous une romancière qui a de la bouteille. Vous poussez encore plus loin le bouchon avec une nouvelle saga de plus de 500 pages que la rumeur présente déjà comme un grand cru. Bonjour Catherine Pancol. Bonjour Jacques. Alors, effectivement, La mariée portait des bottes jaunes, votre nouveau roman chez Albin Michel, se passe dans l'univers du vin, d'où mon introduction. Et c'est vrai que vous venez pour la 3e fois dans les clés d'une vie, tous les 3 ans quand il y a un livre de Catherine Pancol. Parce que vous êtes Jacques Pessis. Oh, et ben... Je vous suis partout, même dans un placard. Jamais un jour faites une radio dans un placard, je vous suis. Écoutez, pour l'instant, c'est pas un placard, bien au C'est contraire. un beau placard, en tout cas. Oui, mais on vient de passer le cap des 800 000 abonnés sur YouTube, quand même. Oui, mais ça se voit, la radio a l'air prospère. Exactement. Alors, ce livre, on va en parler, c'est chez Albin Michel, comme d'habitude, mais on va évoquer Et le votre... titre vous a pas choqué, vous? Pas du tout, pourquoi il me La choquerait? mariée portait des bottes jaunes, Non. ça vous a pas... Bon, vous Ok. savez, les titres surprenants, c'est Oui. une de vos spécialités. Oui. Enfin, bon. Alors, on va évoquer votre carrière. On a déjà beaucoup évoqué, mais j'ai trouvé des choses différentes. Notamment le 10 février 1975, votre première télé de journaliste, et c'est lié à cette chanson. Ah oui, Car vous interviewez Sheila et Ringo, à la maternité. la maternité Catherine Pancol. Oh là là, je travaillais à Match à l'époque et j'avais écrit une chanson pour Sheila. Oui. C'était mon premier interview et j'étais toute débutante, toute hésitante, toute traquante. Et Carrère, l'impresario de Sheila, m'avait demandé est-ce que vous avez besoin d'argent? Moi, j'avais pas un rond, quoi. Quand j'avais été engagée comme stagiaire à l'essai à Paris Match, j'avais dit ah bah oui, vraiment, je mangeais que des sandwichs au chocolat. J'étais bourrée de boutons. Et il m'a dit écrivez-moi cette chanson, vous avez 48 heures. Et il m'avait donné la maquette. Et sur les tati, tati, tata, tati, tati, tata, j'ai fait une chanson pour Sheila, Mélancolie, 74, et qui a été un tube incroyable. Elle le chante encore sur scène. Oui. C'est fou, hein? Ouais, C'est fou. ouais. Et là, donc, vous êtes à la maternité, vous interviewez... Et donc, alors, quand elle a accouché, Ouais. évidemment, Match m'a dit, toi qui as écrit une chanson pour Sheila, va l'interviewer. Et Carrère, surtout, a eu la gentillesse de me laisser la priorité sur le scoop, parce que tout le monde voulait voir les parents et l'enfant et tout ça. Voilà. Alors, effectivement, vous êtes là avec Ringo. Alors, c'est Sheila Je qui suis là parle. avec Sheila. Et Ringo qui Et est là. Carrère supporte que Ringo soit là. Ah, d'accord. Parce que Carrère, il voulait tout focaliser sur Sheila et l'enfant. Et le pauvre Ringo, qui était quand même le père, avait du mal à trouver un petit bout de matelas pour entourer sa femme. Voilà. Et en fait, il se contente d'acquiescer les réponses, Oui. mais on sait qu'hélas, après la maternité, il n'est pas resté très longtemps Non, à la il est pas maison. resté très longtemps. Et même avant, je crois qu'il n'est pas resté très longtemps. Oui, et Sheila le savait, mais elle La lui disait... pauvre. Hein, oui. Et- Sheila, j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour elle, parce qu'elle a vécu des moments terribles avec cette histoire d'aller un coussin d'eau sur le ventre. C'était horrible, ça, horrible. C'est horrible. Et puis le fait qu'elle soit un garçon que Gérard de Villiers avait lancé. Oui, c'est ça, Gérard de Villiers qui a lancé une rumeur un soir à un dîner en disant on peut tout dire, on peut tout faire passer. Enfin, c'était avant les fake news, hein, Oui. c'était une fake news. Oui, et à l'époque, on ne savait pas, mais on sait maintenant que c'est Claude Carrère qui lui avait glissé ça à l'oreille pour Ça, avoir je de la crois pub. pas Ah si, quand même. Sheila me l'a dit. Ouais, mais je sais pas. Mais Sheila, évidemment, elle aime pas du tout. C'est autre chose. Claude, qui est mort d'ailleurs depuis. Mais je pense, que Claude ait dit après, c'est de la mauvaise pub, mais c'est de la pub, c'est possible parce qu'il pensait comme ça. Je pense pas qu'il serait allé si loin. En tout cas... Non, je crois pas. Non, je pense que pense- Gérard de Villiers était quelqu'un de très malsain. Oui. Ouais. Alors, j'en reviens à vous et à votre carrière, parce qu'avant, vous avez débuté vraiment dans la presse féminine avec Cosmopolitan. Non, j'ai débuté, cher Jacques, vous m'étonnez là, j'ai débuté à Match. Oui, mais vous êtes allé à Cosmopolitan ensuite. Oui, mais j'ai commencé à Match. Oui. Mes premières armes de journaliste, c'était un Match quand j'avais 20 ans. Absolument. Et là, parce que vous aviez rencontré un copain et vous êtes devenu stagiaire à Match. Ouais. Et vraiment, Match, c'était la grande époque de Paris oui. Match. Ah oui, c'était incroyable. C'était Kissinger, Nixon, Pompidou, Mesmer. C'était, je sais pas moi, Elisabeth Taylor, Laurence Olivier. Toutes les couvertures, c'était des monuments.
des monuments. Et vous avez débuté, ce qui ne serait plus concevable aujourd'hui, parce que vous n'aviez même pas fait d'études de journalisme. Non, mais j'avais une licence et une maîtrise de lettres. Oui. Quand même, je pouvais écrire. Oui, mais vous aviez même enseigné, je crois, en Suisse. Oui, quand j'étais en Suisse, où on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de diplômes pour enseigner, j'avais juste ma licence et j'étais professeur de français-latin Voilà. Donc pendant un an. Vous arrivez à Match sans rien connaître du journalisme. Il Non. faut savoir qu'à l'époque, les conférences de rédaction se faisaient vers midi et le quartier général, c'était la Belle Ferronnière, un café juste à côté. Oui, mais moi, j'allais pas. Moi, j'étais une petite stagiaire. Hein. J'étais pas dans le saint des saints. Non, je ramassais les éléments pour que les journalistes puissent écrire leurs articles. Je faisais l'enquête, en fait. Voilà. Et quand je parle de vos vrais débuts de journaliste, c'est Oui. pas à Match, c'est à Cosmopolitan, parce que vous avez été repérée, Catherine Pancol, par Juliette Bois-Rivaux. Voilà. Et c'était un journal tout à fait révolutionnaire. Ah oui, Juliette, elle avait un culot incroyable. D'abord, elle écrivait très, 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 très bien. Elle avait beaucoup d'idées. Elle était une féministe avant l'heure. Et on a quand même fait au 4e numéro, ce qui nous a fait perdre 100 000 abonnés, ce qui était beaucoup quand même. On a fait une double page avec un sexe d'homme. Et le titre, c'était « Comment s'en servir ». Oui. Ça, c'est Juliette qui avait eu l'idée. Donc, toutes les intrépides lectrices nous ont suivis et les autres se sont écartés du kiosque et journaux. Mais à l'époque, on ne parlait pas d'émancipation féminine et vous avez travaillé dans un journal qui était le pionnier du genre. Qui était complètement libéré, hein. C'était incroyable. Mais c'était Juliette. Juliette, ça a été une grande, grande voix du journalisme. Et vous aviez une rubrique psychodrôle, je crois. Non, j'écrivais des articles de 15 feuillets, ce qui est beaucoup, Oui. qu'on appelait les psychodrôles, où il fallait écrire 15 feuillets sur pourquoi est-ce qu'il ne rappelle pas après le premier rendez-vous, je vis avec un radin, j'aime pas ma belle-mère, je suis en coloc avec une fille. Voilà, 15 feuillets à chaque fois. C'était un très bon exercice d'écriture. Oui, et formateur, justement. Ah oui, parce que Juliette disait, il faut que vous arriviez à accrocher votre lecteur à la première ligne et que vous le lâchez plus jusqu'à la dernière ligne. Et vous avez fait quelque chose qui vous est resté. Vous réécriviez vos articles plusieurs fois, Catherine Pancol. Je les réécrivais 1000 fois. Mais grâce à Juliette, hein, vraiment, elle m'a appris à écrire, cette femme. Ah ouais. Mais la presse féminine, on a beaucoup parlé du journal Elle, qui était le pionnier du genre après la guerre, mais on a oublié qu'il y a eu d'autres publications féminines. À la Révolution française, il y avait le Journal des dames et des modes, les étrennes nationales des dames, et il y a eu un combat qui s'appelait l'éducation et du sexe en 1790. J'avais pas du tout. C'est fou, ça. hein? Vous les avez vus? Oui, non, j'ai oui. pas vu, mais j'ai vu des... Non, mais vous avez pas... Dans les, je sais pas, il doit y avoir Ah, la des... BNF, il y a des... oui, c'est ça, ouais. Et puis il y avait une joie de vivre qui vous a touché dès le départ, Catherine Pancol. Ah, mais je crois que c'était les années joie de vivre. Hein. C'était vraiment... tout était possible. Il n'y avait pas de problème d'argent. C'est-à-dire que maintenant, partout où on va, il y a plus personne dans les couloirs, il n'y a plus personne dans les bureaux parce que les salaires coûtent cher. Je ne sais pas comment ils se débrouillaient à l'époque. Il y avait pas aucun problème d'argent. Je me rappelle, à Match, c'était incroyable. On partait en reportage, on descendait dans les meilleurs hôtels, on faisait des notes de frais totalement inventées, on rapportait des photos, on mettait toutes nos photos personnelles à faire tirer en même temps. Enfin, mais ça marchait. Et c'est vrai qu'il y avait une ambiance incroyable dans les couloirs. On se marrait tout le temps. Oui, et en travaillant énormément aussi. Et on travaillait beaucoup parce qu'on passait notre temps au journal. Et puis vous aviez une autre passion que l'écriture, et ça remonte à vos jeunes années, Catherine Pancol. La lecture fait partie de votre vie depuis toujours. Ah, mais qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'ai lu? Mais vraiment, je suis allée à l'école parce qu'il fallait aller à l'école, mais ma vraie école, c'était les livres. J'ai tellement lu. Et je lisais par ordre alphabétique, vous savez. J'étais inscrite à la bibliothèque municipale. Et donc, je lisais tous les A, tous les auteurs qui commençaient par A, tous les B, tous les C, tous les D. Mais je voulais pas laisser échapper un seul livre. J'avais l'impression que c'était ma source de vie. Oui, et la bibliothécaire, d'ailleurs, était inquiète parce que vos yeux risquaient d'en pâtir. Non, parce que quand j'ai attaqué Dostoïevski, je devais avoir 12 ans. Oui. Et là, elle m'a dit... ma petite fille, tu vas changer d'univers. C'est vrai que Dostoïevski, c'est très noir. Hein. Mais j'ai lu, et je me suis rendue... J'ai pas tout compris, ça c'est sûr, mais je me disais, il y a autre chose que dans tous les livres que j'ai lus. Il y avait autre chose. Oui, mais comment c'est né cette passion de la lecture, Catherine Pancol? Mais c'est très simple, c'est parce que moi je suis née au Maroc, et donc petite, je suis pas allée à l'école, c'est maman qui m'a fait l'école. Elle m'a appris à lire et à écrire très tôt, c'est-à-dire qu'à 5 ans, je lisais et j'écrivais. Et quand on est rentré en France, on a déménagé un nombre incroyable de fois. Tous les 3 mois, on déménageait. Et la seule chose que j'avais qui résistait au déménagement, c'était les livres.
Dès que j'avais une petite copine, je la quittais au bout de 3 mois. Si j'avais une distraction, ça s'arrêtait au bout de 3 mois. Et la seule chose qui durait lors de tous les déménagements et que je pouvais emporter avec moi, c'était les livres. Et je me rappelle très bien le premier livre que j'ai lu, c'était Sans famille d'Hector Malot. Et là, je me suis dit, waouh, je serai plus jamais seule et je serai plus jamais triste. Je crois que vous l'avez lu parce qu'à la bibliothèque, ils en étaient à la lettre S, non? Non, je l'ai lu parce que je l'ai piqué sur les étagères des gens chez qui on habitait. Parce que nous, on squattait les gens. En rentrant du Maroc, on n'avait pas d'appartement. Donc, ma mère, surtout, mon père cherchait un appartement, il était parti à Paris. Et nous, on a fait le tour de la France. Et maman, elle se mettait sur la plage avec ses 2 enfants, comme si elle vendait des salades. Et puis, elle disait, et puis il y avait une dame qui venait s'asseoir à côté d'elle. Ah, ils sont mignons, vos enfants. Ah, puis vous savez, ma pauvre dame, on ne sait pas où habiter ce soir. Ben, venez chez moi. Et hop, on aurait passé 3 mois. Puis après, évidemment, on partait. Et hop, on recommençait. On est dans un café. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons, ces enfants. Bah oui, mais je sais pas où dormir ce soir. Ah, ben venez chez moi. Votre passion de la lecture est telle, Catherine Pancol, que moi je vous aurais imaginé comme membre du jury du prix Femina ou du Renaudot, parce qu'ils passent leur temps à lire. Ah oui, moi je déteste tout ce qui est groupe. Je suis allergique au groupe. Non mais vraiment, hein, c'est terrible. Je j'arrive pas à m'intégrer dans un groupe, ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'avoir la personne en face de moi et de pouvoir échanger du vrai. Vous voyez, je suis très mauvaise pour le bavardage mondain. Voilà. Ça m'intéresse pas du tout. Écoutez, là, c'est pas du bavardage mondain. Pareil d'ailleurs. Pareil. D'ailleurs, on va pas faire du bavardage mondain. On va évoquer sur votre carrière avec une autre date, le 29 mars 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Catherine Pancol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Catherine Pancol, nouveau roman, même nouveau best-seller, c'est signé d'avance, La mariée portait des bottes jaunes chez Albin Michel, on va en parler tout à l'heure. Mais j'en reviens à une autre date, le 29 mars 1985. Écoutez. Votre deuxième apostrophe, il y a eu le premier, et il y a eu le deuxième sur le thème « Réussir au féminin ». Et là aussi, c'était avant-gardiste parce que c'était un thème novateur. Vous vous en souvenez, vous avez présentiez Scarlett si possible. Et dans la même émission, il y avait Yvette Roudy, qui était ministre des droits de la femme, Denise Bombardier, inconnue en France. Et vous, c'est votre premier roman de plus de 500 pages. Alors c'est drôle parce que je me souviens de mon premier apostrophe et de mon troisième apostrophe, voilà. Mais pas du deuxième. Et ben voilà, c'est drôle. Et Bernard Pivot avait évoqué ce roman fleuve, 506 pages, et avait été surpris. Ah, c'est drôle, je me souviens plus du tout. Voilà, et vous aviez évoqué justement ce thème novateur de réussir au féminin, ce qui n'était pas courant à l'époque. Non, mais moi j'ai été élevée par une mère qui a toujours travaillé, qui a toujours été indépendante et qui m'a toujours dit ne dépend jamais d'un homme, jamais. Donc ça me paraissait tout à fait naturel de travailler, de gagner ma vie. Et j'ai jamais eu le réflexe, mais même de demander à, je sais pas, ni à maman, ni à papa qui m'aide, ou je sais pas, c'est vraiment un truc qu'elle m'a mis dans la tête, maman, et merci beaucoup, hein, parce que ça m'a, et c'est un aiguillon en plus. Si vous dépendez que de vous, vous vous rendez compte l'énergie que vous êtes obligé de dépenser, quoi. Vous pouvez vous reposer sur personne. Alors ce livre, Scarlett si possible, c'était 4 jeunes filles après 68, et c'est vrai. 3 jeunes filles. 3 jeunes filles, Juliette, Martine et Bénédicte, je crois. Ouais. Voilà. Il faudra que j'apprenne à compter jusqu'à 3. Elles veulent réussir dans le monde, et c'est vraiment presque un combat novateur à l'époque, parce que la conquête de Paris ou de la France, c'est pas simple. Normalement, c'était Rastignac qui voulait conquérir Paris. Quand on lit Balzac, il y a que des hommes qui veulent conquérir Paris. Les femmes, elles sont toujours à l'arrière. Soit elles sont objets d'amour fou, mais enfin, elles sont toujours des silhouettes. Et là, c'était 3 filles qui arrivaient à Paris de Pithiviers et qui se disaient qu'elles voulaient réussir. Et donc, je les suivais dans leur déambulation. Et c'est votre premier roman fleuve, justement. Oui. Et vous n'imaginez pas au départ, Catherine Pancol, écrire des romans de 500 pages. Ah non. De toute façon, je n'imaginais pas écrire et je n'imaginais pas écrire des romans. C'est Robert Laffont qui est venu me voir quand j'ai travaillé à Cosmopolitan, qui m'a dit « Écrivez-moi un roman. Dessine-moi un mouton, quoi. Oui. » Et donc j'ai dit non pendant 6 mois, puis l'homme était charmant, il était persuasif, et puis au bout de 6 mois, je me suis dit, bon, je vais faire un essai. J'ai fait un essai de 15 pages, comme les articles que j'écrivais.
Et là, il a été collé au plafond. Il m'a dit, je vous fais signer un contrat tout de suite. Et j'ai dit, non, je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout. Et voilà. Et puis, je suis allée jusqu'au bout. Et ça donnait Moi d'abord, qui était mon premier livre. Et qui est paru au Seuil, en fait, pas chez Robert Laffont. Et qui a eu, je crois, plus de 300 000 exemplaires. Ouais. Et moi, je me souviens de notre première rencontre. C'était au pied de l'ascenseur de Radio Monte-Carlo. Vous débutiez. Je vous interviewais pour ce livre. Je crois que j'étais un des premiers. Et à l'époque, mais vous n'y pensiez pas continuer? Ah non, je voulais m'arrêter. Non, je me suis dit, c'est bien. C'était formidable. J'ai fait un succès. Puis on gagne beaucoup d'argent quand même quand on fait un succès. Et j'avais toujours un rêve depuis longtemps, c'était voyager. Donc je me suis dit, c'est parfait. Je vais aller passer un an à New York. Après, j'irai un an en Amérique du Sud. Après, j'irai un an en Italie. Puis après, je reviendrai à Paris. Et vous avez fait Scarlett si possible. Enfin, il y a eu d'autres romans avant. Il y a eu La Barbare. Ouais. Mais vous avez fait Scarlett si possible. 500 pages, encore une fois. C'est parti comme ça. Ouais. Je crois que je suis douée pour écrire. Ouais. Et d'ailleurs, Scarlett, c'était un clin d'œil à Autant n'emporte le vent, bien entendu. Oui. C'est le film qui vous a marqué. C'est un film qui a marqué beaucoup de gens. Hein. C'est quand même un premier grand film fleuve avec amour, passion, la guerre de sécession derrière, le changement d'un monde. Tiens, c'est un vrai changement de monde. Oui, et Margaret Mitchell avait toujours refusé une suite. Ses héritiers ont accepté pour une raison très simple, c'est que les droits allaient tomber dans le domaine public. Ils voulaient en profiter avant. C'est la vérité. Oui, c'est ça. Je ne m'étonne pas, ça. Hein. Alors, ça a été un déclic, ce livre, pour la suite, parce que finalement, vous avez mesuré ce que représentait le travail d'une romancière, mais ça ne vous a pas fait peur, finalement. Non. Bizarrement, non. J'ai jamais... Mais c'est-à-dire que pour moi, le livre que je finissais d'écrire, c'est toujours le dernier. Je me disais, j'en ferai plus d'autres, c'est fini, je vais passer à autre chose. Je savais pas quoi, mais j'avais toujours l'impression, je me rappelle très très bien, quand j'ai écrit Scarlett, je me suis dit, c'est le dernier. Après, j'en fais plus. Et puis, comme j'avais pris l'habitude de cette vie quand même d'écrivain, qui est quand même formidable, parce qu'on peut écrire n'importe où, on peut voyager, on peut sortir le soir, on peut dormir le matin si on veut. Moi, je me fais toujours mes 5 heures d'écriture obligatoire tous les jours, plus tout le temps où je fais des recherches et tout ça. Mais il y a une très très grande liberté. Et comme je supporte pas le groupe, l'idée de vivre en groupe, très vite, d'ailleurs, Juliette Boiriveau m'avait dit, Catherine, il faut que vous trouviez un travail où vous êtes toute seule. Et alors au début, je croyais qu'elle voulait me virer de Cosmopolitan, donc j'étais très triste. Je lui ai dit, mais vous allez me virer? Elle m'a dit, non, mais essayez de trouver quelque chose où vous êtes toute seule, parce que vous n'aimez pas le groupe. Et en fait, j'aime pas le groupe. Non, vous n'aimez pas le groupe, mais vous aimez effectivement être dans l'air du temps, parce que les revendications dans Moi d'abord, et puis de faire des romans de 500 pages, c'était pas courant à l'époque. Oui, mais c'est pas... J'étais comme ça, je pense que c'était pas calculé tout ça, vous voyez. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a marché. Les gens, ils ont compris que j'étais sincère. J'étais pas là à me dire qu'est-ce qui va marcher. Moi, j'ai été élevée par une mère indépendante, avec un père très absent. Donc, je voyais maman travailler tout le temps. Et j'ai eu cette liberté qu'elle m'a filée, en fait. C'est drôle, parce que j'ai eu des rapports très, très difficiles avec ma mère. Mais elle m'a quand même appris la liberté, quoi. La liberté de travailler, la liberté de vivre comme je voulais. Oui, c'était quand même... un grand cadeau qu'elle m'a fait. Et donc, je trouvais ça normal. Moi d'abord, je vivais comme ça. Je racontais ma vie. Alors, ça a scandalisé beaucoup de gens parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de scènes sexuelles, on va dire. Mais je trouvais ça normal, vous voyez. Et Scarlett, c'est pareil. Elle arrivait... ces 3 filles qui arrivent à Paris, qui disent on va conquérir Paris. Moi j'avais déjà lu Balzac. Et je me disais, c'est Rastignac, vous voyez. Mais je continue à faire des choses que je ressens. Je me dis pas une seule seconde, qu'est-ce qui va marcher? Vous voyez, c'est ça qui est... Et je crois que c'est pour ça que ça marche, d'ailleurs. Parce que les gens, ils voient bien que je calcule rien du tout. Alors, il faut savoir aussi, Catherine Pancol, qu'il y a quelqu'un qui vous doit beaucoup, c'est Mireille d'Arc. Parce que La Barbare, vous l'avez écrit, elle l'a adapté au cinéma, et ça a changé la vie de Mireille d'Arc. Oui, on était devenus très, très amis. Ah ouais, ça a été vraiment... Mais oui, c'est drôle, parce que j'étais dans le taxi, là, et c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle est née le 15 mai. Et je pensais à Mimi, je me disais quelle femme c'était, mais quelle femme formidable ça a été. Et nous on s'est rencontrés quand La Barbare est sortie en 81, on a dû se rencontrer en 83 à peu près, ouais. Et elle a adapté La Barbare au cinéma et on a tellement ri ensemble, on a tellement fait les 100 coups. Elle était tellement généreuse, elle était drôle, elle était honnête, elle était droite, elle était... C'est un personnage formidable. Quelqu'un vraiment... Elle avait l'image de la grande sauterelle, mais après sa mort, et son mari Pascal a fait un livre avec des textes, des poèmes très émouvants.
Oui, oui. Ah, oui, mais elle était très complexée. Un jour, je lui avais dit pourquoi tu as tourné ce film avec Godard, Weekend, vous savez où il l'a roulé dans la boue, il faisait faire 3 heures de brushing, après quoi il faisait une scène où elle se roulait dans la boue. Donc c'était quand même un peu méprisant. Et elle m'a dit, parce que je me trouvais bête et je me disais que si je tournais avec Godard, les gens allaient penser que j'étais intelligente. Vous voyez, c'était tout mimi, ça. C'était elle. et quand elle s'est mariée avec Pascal, je lui ai dit, mais pourquoi tu te maries? Elle m'a dit, mais personne ne m'a jamais demandé en mariage. Et là, c'est le premier qui me demande en mariage. Je suis hyper heureuse. C'était quelqu'un de très complexé, Mireille, très très complexé, et tellement plus intelligente qu'elle ne le croyait, plus belle qu'elle ne le croyait. Vous voyez, elle avait une enfance très 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 dure. On l'a découvert, hélas, sur Ouais. le tard. Alors, il y a une autre chose qui a marqué aussi la télévision, c'est que vous êtes une pionnière du sitcom. Jacques, comment vous retrouvez ça? C'est dingue. Lily petit à petit. Ah ouais. Et c'est vrai que ce sont 26 épisodes qui ont été tournés et que vous avez écrit. C'est vos débuts de scénariste à la télévision. Ouais. C'est Pierre Lescure, quand il a pris Canal, il lui fallait un feuilleton très très vite pour mettre à l'antenne. Ouais. Alors il m'a dit, écris-moi un feuilleton. Je me suis jamais écrit de feuilleton. Il m'a dit, tu vas te débrouiller et tout, tu sais raconter des histoires. Et j'ai fait ça avec Joël Goron. On était toutes les deux. Joël, elle avait l'habitude. Mais on a tellement ri, et on écrivait au fur et à mesure. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. On tapait à la machine avec le carbone et tout. Il y avait le coursier qui attendait dans l'entrée pour prendre l'épisode du jour. Ah ouais, non. Et vous savez que ça a très très bien marché et que récemment, on l'a encore revendu à des Chinois. C'est fou, hein. Mais c'est le pionnier du sitcom. En fait, aux États-Unis, je crois qu'au début des années 50, il y a l'extravagante Lucie. Il y a eu 180 épisodes de 26 minutes. Et en France, l'un des premiers, bien avant Dorothée, c'est Lily petit à petit. Ah oui, j'avais oublié. Voilà. C'est quelle année, Lily petit à petit? C'est 1986, je crois. Oui, on a dû l'écrire en 83 ou 84. Non, parce que Pierre est rentré à Canal en 84, 85. Oui, voilà, on a le temps de tourner. Oui, c'est ça, le temps de tourner. Oh là là. Alors, ça, c'était la télévision. Puis, une autre chose importante dans l'écriture, on va l'évoquer à travers une autre date, le 8 juillet 2006. À tout de suite sur Sud Radio avec Catherine Pancol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Catherine Pancol. Le nouveau livre, le nouveau roman, La mariée portait des bottes jaunes. Comme d'habitude, plus de 730 pages. Enfin, c'est surréaliste, on va en parler tout à l'heure. Mais là, je reviens à quelque chose de plus court. Le 8 juillet 2006, d'après mes renseignements, c'est sous le titre Semana Horribili, votre premier blog sur Internet de Catherine Pancol. Mon premier blog sur Internet, en quelle année vous dites? 8 juillet 2006, Semana Horribila, vous évoquez les résultats d'examinas et de concouras pour les candidats, sont vos enfants. Et votre fils, je crois. Ah, c'est mon fils qui passait le bac. Oui. C'est dingue. Jacques, vous êtes incroyable. Et c'est vrai qu'il était pris partout. C'est le travail, trouve des trucs que moi j'ai oubliés. Oui, mais le blog, en tout cas, c'est devenu pour vous quelque chose d'important, Catherine Pancol. Ben oui, parce que c'était... alors, moi, tout ce qui est écriture, j'aime. C'est-à-dire que je fais des mots à ma femme de ménage, je pense qu'elle pourrait les garder, faire une anthologie après, parce que dès que je commence à écrire un mot, hop, je démarre ailleurs. Et donc, ce blog, ça a été hyper important. Et au début, je pensais que personne ne le lisait, ce blog, parce que c'était pas très, très courant, vous voyez. Donc, je racontais carrément ma vie. C'est fou. Et pourquoi avoir fait ça? Ben, je sais pas. J'en sais rien. Je crois que si j'avais un frère qui était branché sur l'informatique et il m'a dit, il m'appelle Cac, mon frère, il m'a dit, Cac, tu devrais faire un blog. Je lui ai dit, personne ne lit ça. Ça n'a aucun avenir. Et puis il m'a dit, si, je vais te fabriquer un site, machin. Et en fait, je me suis lancée là-dedans. Et c'était formidable parce que quand vous écrivez un roman, vous écrivez sur du long terme, avec des personnages qui doivent évoluer de manière crédible. Donc il faut qu'il y ait une espèce de lenteur pour que ça soit crédible, justement. Quand vous faites un petit blog, hop, vous piquez, alors là, pour le coup, l'écume des choses, mais vous pouvez faire des racines à l'écume. Et donc, je racontais ma vie, en fait. C'était comme un journal. Voilà. Et je crois qu'il y a 118 textes aujourd'hui. Ah là, vous avez trouvé ça où encore? Là, sur Internet. J'ai regardé le blog Catherine Pancol. Alors, il faut savoir que le terme blog, je ne sais pas si vous le savez, c'est une contraction de weblog. Log, ça signifie journal. Et c'est un blogueur, John Barger, en 97, qui voyageait beaucoup, qui naviguait beaucoup, qui, pour tenir son journal, qui était un journal de blogueur, a trouvé ce terme et il est devenu d'actualité. Ah, blog.
Blog, Ah ouais. weblog, ça fait blog. blog. Voilà. Alors, finalement, vous avez raconté votre vie. Ce que vous ne racontez pas dans vos romans, c'est que vous avez envie de raconter votre vie, mais juste à des gens qui sont des lecteurs. C'est-à-dire que dans mes romans, je raconte jamais ma vie, mais sauf dans Moi d'abord et Les hommes cruels ne courent pas les rues, parce que Les hommes cruels ne courent pas les rues, c'était après la mort de mon papa que j'ai beaucoup aimé, et que en fait j'ai vraiment connu à la fin de sa vie, quand il était à l'hôpital et qu'il pouvait plus bouger, sinon il avait la bougeotte et puis il était je sais même pas où il était. Mais je raconte ma vie quand je pense que personne n'écoute. Vous voyez? Mais je ne raconte pas ma vie quand je sais que les gens écoutent. Mais le blog, c'est pour ça que ça a été un moment absolument magique, parce que je pensais qu'il y avait 4 personnes qui le lisaient, dont ma meilleure copine, son mec et je sais pas, et mon mec. Vous voyez, je pensais c'était comme si j'écrivais une lettre à ma meilleure copine. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Mais et je pense qu'au début, il ne devait pas avoir énormément de gens qui le lisaient. C'était pas courant quand même. Il fallait encore avoir l'idée d'aller chercher l'adresse, tout ça, machin. Et donc, je me sentais extrêmement libre. Voilà, j'ai besoin de liberté pour parler de moi. C'est pour ça que j'aime bien parler avec vous. Je me sens totalement libre, vous voyez. Pouf, pouf. Je vous fais confiance, donc j'y vais. Mais sinon, je fais très attention à ce que je dis maintenant parce que je sais que je suis plus écoutée et que voilà, ça va toucher plus de gens. Donc, je fais attention. Oui, mais en même temps, bon, au départ, effectivement, c'était la famille, c'était l'angoisse du bac de votre fils. Mais aujourd'hui, c'est un teaser pour vos livres et ça annonce en même temps vos signatures. Ah oui, alors maintenant, c'est plus organisé, c'est Instagram, c'est Facebook, et puis les textes sont plus courts. Moi, sur mon blog, je pouvais me taper des textes d'un feuillet. Maintenant, on peut pas, quoi. Donc maintenant, c'est plutôt une humeur que j'épingle de temps en temps. Alors j'ai un Instagram Catherine Pancol officiel, et puis j'ai Facebook Catherine Pancol aussi. Mais on peut pas. Ce qui était bien avec le blog, c'est qu'on pouvait faire, vous savez, les chroniques à la Vialate. Oui. On pouvait faire des petites chroniques bien écrites, parce que moi, je travaille vraiment à l'écriture à chaque fois. J'écris pas ça, ling, comme ça. Et on pouvait faire des petites chroniques dont on était fiers. Insta, il faut pas que ce soit trop long, et Facebook, pareil. Et je trouve ça dommage. Quelquefois, j'ai la nostalgie de ce blog. Je me dis, mais c'était formidable, parce que je pouvais écrire sur un pot de confiture, sur une humeur, en faisant la queue, je sais pas, au cinéma. Vous voyez, on attrapait des instants de vie et on pouvait comme ça les écrire et les décortiquer. Et vous avez un jour écrit sur ce blog que vous détestiez raconter l'histoire d'un roman parce qu'un bon roman, ce n'est pas une histoire mais un style. Exactement, c'est vrai. C'est clair. Moi, quand on me dit vous faites le pitch de votre dernier roman, je dis non. Non ? Non, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Parce que les histoires, elles ont toutes été racontées. Ce qui est différent d'un livre à l'autre, c'est le rythme, c'est les mots, c'est les couleurs, les sons, les odeurs que vous arrivez à générer. Oui, et vous mettez juste les premières phrases du roman pour que ça donne envie de lire la suite. Voilà. C'est ce qu'on appelle un teaser. Et ça aussi, vous avez été l'une des premières à le faire. Oui, mais mais tout ça, je m'en suis jamais rendu compte. Hein. Non. Alors, il y a les séances de dédicaces, bien sûr, que vous annoncez. Et quelquefois, c'est important de rencontrer ces lectrices, mais on a des surprises, je crois. Et vous l'avez raconté sur votre blog, qu'un jour, on vous a traité de gnangnan. Oui. Oui, il y a des gens qui m'ont dit que j'écrivais des histoires gnangnan. J'ai dit, écoutez, c'est votre, vous avez le droit de penser ça, mais c'est que vous n'avez pas vraiment lu, quoi, parce que c'est pas gnangnan du tout. Parce que Muchachas, c'est tout sauf gnangnan. Les yeux jaunes des crocodiles, c'est pas gnangnan. Les hommes cruels ne courent pas les rues, c'est pas gnangnan. Mais c'est les gens vous savez, les gens, ils lisent pas les livres, ils vous regardent, ils voient une femme, déjà. Blonde. Passable, mignonne. Ils disent, oh, celle-là, elle a rien dans la tête, et voilà. Et vous êtes gnangnan. Voilà. Alors, on vous a bien sûr dit tas de choses, vous étiez révolutionnaire. Vous avez féministe. À un moment, je me rendais compte que c'était une injure d'être féministe. C'est fou, hein? Alors que maintenant, tout le monde veut être féministe. Là encore, vous étiez en avance sur votre temps. Mais le plus étonnant, c'est Guy Descartes qui m'a raconté un jour, il voit arriver un lecteur dans une signature avec un mètre, et il mesure les tranches des livres. Et il dit, je prends celui-là. Guy Descartes dit, pourquoi? Parce que c'est exactement la dimension qu'il me faut pour que ma bibliothèque soit pleine. C'est extraordinaire. Bon, ça, là. Alors, vous évoquez aussi, vous êtes aussi une critique sur ces blogs. Vous avez dit du bien de livres de Mathilde Amet, d'un film comme La vie des autres. Quand vous aimez un livre ou un film, vous le dites à vos lectrices. Oui, parce que Mathilda, par exemple, son livre, j'ai trouvé que c'était incroyablement bien écrit et tellement intelligent sur la vie d'artiste.
elle en parlait avec une profondeur, une justesse, sans aucun jugement, sans porter de jugement, et en racontant sa douleur dans ce métier et sa joie dans ce métier. Parce que c'est vrai que c'est un métier très très difficile d'être actrice. Et je me rappelle, elle m'a envoyé son livre, j'ai commencé à lire, je me dis mais qu'est-ce que c'est bien écrit, quoi. Et c'est ça un livre, c'est l'écriture. Vous voyez, c'est pas, je vais raconter avec qui j'ai couché, avec qui j'ai dîné, avec qui je me suis disputée. Non, c'est un ensemble de choses qui arrivent à recréer une ambiance, une atmosphère, des relations entre les gens et une empathie, quoi. Et Mathilda, elle a fait ça. Et c'est ce que vous faites aussi, recréer cette ambiance. Pour voilà, vous, c'est l'essentiel. C'est ça. Et à mon avis, c'est ça le plus dur à faire quand on écrit. C'est ça qui est vraiment difficile. C'est arriver à montrer des choses sans les proclamer. Et en même temps, je crois que vous êtes allée aux États-Unis prendre des cours, Catherine Pancol. Oui, après moi d'abord, j'avais écrit mon livre. Pour moi, c'était terminé, j'écrirais plus jamais. Je pensais à partir en Argentine. J'étais en train de préparer mon voyage. Quand les éditions du Seuil, chez qui j'avais publié moi d'abord, mon premier livre, m'ont appelé en disant il faut écrire un deuxième livre. J'ai dit non, pas du tout. Moi, je pars en Argentine. Là, j'ai terminé. J'en ai fait un. Ça a très bien marché. Je suis très contente. Et ils m'ont dit si vous écrivez un deuxième livre, on vous paie les impôts, là, de cette année. Et moi, j'avais oublié que les impôts, il fallait les payer un an après. Et j'avais pas mis d'argent de côté du tout. D'accord. Et donc, je me suis retrouvée faite aux pattes. Et j'ai dit, ben oui, d'accord, ok. Et là, je suis allée m'inscrire à l'université. Et j'ai suivi des ateliers d'écriture dans la meilleure université américaine d'écriture. Et ça vous a servi? Ah oui. Alors, Juliette m'avait appris beaucoup de choses, déjà. Mais en fait, on me les a répétées, ces choses, et en anglais. Je sais pas, il faut qu'on répète plusieurs fois les choses pour qu'on les retienne. Et j'ai fait 1 an et demi de comment écrire un roman, comment écrire un scénario, comment écrire une nouvelle, comment écrire une pièce de théâtre. Où les auteurs qu'on étudiait, c'était Feydeau et Labiche. C'est intéressant, Les Américains, ils apprennent à écrire des scénarios et des pièces de théâtre en lisant Feydeau et Labiche. Et donc, voilà, ça m'a rassurée, mais je pense que je savais déjà tout ça parce que Juliette, c'est tout ce qu'elle m'avait appris. Oui, mais en même temps, ça vous sert encore aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une chose étonnante parce que dans votre blog, il y a aussi les réponses des lectrices quelquefois. Oui. Elles vous répondent, c'est une correspondance très intime. Ah, mais moi, je me suis fait des amis. Avec le blog, je me suis fait des vrais amis qui durent toujours. Et vous dites tout. Un jour, vous êtes crevé, vous faites un break, vous le dites sur votre blog. C'est incroyable, mais moi, il faut que vous me disiez où vous avez trouvé ça. Parce que moi, j'ai totalement oublié tout ça. Vous l'écrivez et vous écrivez, vous dites combien vous écrivez tout le temps, parce que ça aussi, et c'est peut-être les raisons de votre succès, quoi qu'il arrive, y compris le jour de Noël, vous écrivez, Catherine Pancol. Moi, je pense que c'est un muscle, l'écriture. Et si vous le laissez trop longtemps en repos, il est flasque et mou. Et puis, il y a aussi vos colères sur le blog. Un jour, j'ai lu un texte où vous dites qu'à propos de la France, le panache blanc de Cyrano est devenu un vieux Kleenex usé. Il faut oser l'écrire. T'as écrit ça? Oui. Waouh. Vous étiez en colère contre la France. Oui, parce que moi, je trouve que les Français ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'habiter ici. Moi qui ai vécu 12 ans aux États-Unis, je vous assure que... Oh là là, on se rend plus compte. Et je vois mes amis étrangers qui viennent passer, je sais pas, 3 mois, quelquefois pour finir une thèse, faire un stage, je sais pas, ou pour apprendre le français. Mais ils me disent tous, mais vous réalisez les Français où vous vivez? Et je dis non, les Français ne réalisent pas du tout. Alors que vous avez vécu à New York. Moi, j'ai vécu à New York, la ville qui fait rêver tous les Français, mais ils savent pas comment on vit là-bas. C'est dur, c'est tellement dur. Vous allez à l'hôpital, la première chose qu'on vous demande, c'est votre carte bleue. Si c'est pour soigner un bobo, vous allez pour $600, quoi qu'il arrive. Vous allez chez le dentiste, $600, quoi qu'il arrive. Mais vous faites nettoyer les dents, $600. L'hôpital, $600. Moi, j'étais enceinte à New York, mais je vous dis pas ce que ça coûtait, quoi. C'était dingue. Et ce qui est étonnant aussi, et ça vous ne le savez peut-être pas, c'est que c'est grâce à vous que les jeunes romancières d'aujourd'hui écrivent. Mélissa d'Acosta, qui est numéro 1 des ventes de France, nous a dit au micro de Sud Radio dans Les Clés d'une vie, si j'ai écrit, c'est parce que j'ai lu Catherine Pancol quand j'étais enfant. Je sais, mais je suis très très flattée, je suis très contente. Parce que j'ai dû les décomplexer par rapport à l'écriture. Parce que moi, je pense pas que pour écrire, il faut être intelligent. Je crois que pour écrire, il faut être très sensible, il faut tout ressentir. L'écriture, c'est le domaine de l'émotion, c'est pas le domaine de l'intelligence. L'intelligence, c'est pour écrire des thèses, des essais, vous voyez, faire des conférences, tout ça. Mais l'écriture, c'est juste ressentir et arriver à traduire ce qu'on ressent avec des images, des mots. Oui. Et donc, j'ai dû décomplexer des gens. Mais moi, je suis très contente du succès de Mélissa. Vous voyez, c'est vraiment...
Valérie Perrin, enfin toutes ces filles que j'ai inspirées, je trouve ça formidable parce que je me dis, au moins elles ont osé. Formidable. Et puis, il y a une chose étonnante qu'on sait peu, sauf quand on fréquente McDonald's, c'est qu'il y a des livres aujourd'hui de Catherine Pancol chez McDonald's. Les enfants, je rêvais d'écrire pour les enfants. Et puis un jour, McDonald's m'a demandé d'écrire une série. Il fallait que je trouve le sujet et faire des petits livres pour Illustrés. les enfants, illustrés, et qu'on donnait à chaque enfant qui achetait un menu enfant, dont les parents achetaient un menu enfant. Et ils distribuaient comme ça gratuitement 1 million de livres par mois. Vous imaginez 1 million de livres par mois? Et la première saison, j'ai fait les instruments de musique. Donc le violon, le piano, le trombone, l'accordéon, le ukulélé. Et la harpe, j'en ai fait 12, quoi. Oui. Et puis la deuxième saison, un par mois. Et la deuxième saison, j'ai fait On n'est jamais seul avec un livre. Voilà. C'était mon enfance, ça. Et donc j'ai fait Les Trois Mousquetaires, Robinson Crusoe, tous les classiques, en fait. Voilà. C'est une façon de transmettre aussi votre amour de la littérature. Exactement, parce que et si vous avez prononcé le mot qui est le plus important pour moi, c'est transmettre. Parce que moi, j'étais une petite fille, je suis pas née dans un milieu où les gens lisaient. Ils lisaient pas, mes parents, ils n'allaient pas au cinéma, ils n'allaient pas au théâtre, ils n'allaient pas au concert, enfin, ils n'allaient nulle part. Et donc, j'avais besoin de connaître le monde. Et j'ai eu la chance d'abord de rencontrer, par exemple, cette bibliothécaire qui était tellement gentille avec moi. Et puis après, j'ai rencontré des gens qui m'ont, qui m'ont ouvert la tête. Vous voyez, j'avais une amie, ses parents, à table, ils parlaient de La Bruyère, La Fontaine, Bussy-Rabutin, Madame de Sévigné. Et moi, je me disais, mais qui sont tous ces gens? Parce qu'à la maison, on parlait pas de ça. Et donc, après, hop, j'allais à la bibliothèque et je lisais. Et voilà. Et tous ces gens m'ont appris plein de choses, quoi. Et la conséquence, on va l'évoquer avec une autre date, le 12 avril 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Catherine Pancol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Catherine Pancol, on a parlé de votre passé, de vos succès, et puis là je ne m'inquiète pas pour votre avenir avec ce succès, La mariée portait des bottes jaunes, chez Albin Michel. C'est un livre, j'ai essayé de voir, il y a plus de 730 pages, c'est comme d'habitude. Encore, je crois que c'est encore plus que d'habitude. Non, parce que 3 baisers, il faisait 850. Ah quand même, ah oui. Mais ce que vous n'imaginez pas au début de l'écriture, puisque vous n'imaginez rien. Non, j'imagine les personnages, je construis dans ma tête les personnages, l'endroit, comme un studio de cinéma. Et après, quand les personnages sont bien faits, pouf, je les jette dans l'histoire, et puis après, je les suis, moi. Alors, La mariée portait des bottes jaunes, il y avait un titre de travail, et le titre n'est pas venu tout de suite. Ah non, j'avais un titre de travail, que j'aimais pas d'ailleurs, je savais que j'allais en changer, mais il faut toujours un titre, donc... Voilà, et à chaque fois, vous trouvez un titre tout à fait original, ça vient comme ça. Et ça vient comme ça, c'est drôle, hein. Ça vient, on ne sait pas à quel moment. Ça, c'est magique, hein. J'aimerais bien être dans mon cerveau de temps en temps pour voir comment il marche. Alors, l'histoire, ce sont 2 enfants qui se retrouvent dans un château de Berléac, dans une grande famille bordelaise, qui vont tout dynamiter. Et c'est vrai que l'univers des vins de Bordeaux, l'idée vous en est venue, je crois, lorsque, voici quelques années, vous avez fréquenté le domaine du Cheval Blanc. Oui, je suis allée à Cheval Blanc. Ah là là, c'est merveilleux. C'est un domaine vinicole. Vous étiez invité, J'étais invitée parce que j'allais souvent à Bordeaux, parce qu'avec toute la série des crocodiles, tortues, écureuils, muchachas et trois baisers, qui ont quand même très très bien marché. J'étais souvent invitée à Bordeaux pour faire des rencontres, des signatures, et donc les gens des châteaux m'invitaient à déjeuner, et c'est incroyable. C'est des repas 3 étoiles avec des vins. J'ai bu un Cheval Blanc de 2000, vous vous rendez compte? C'est incroyable. C'est un art de vivre que... Ça, on a ça aussi en France. On a cet art de vivre magnifique qu'on trouve aussi assez normal. Oui. Et ça a continué, parce que encore sur votre blog, j'ai trouvé que vous parliez d'un château d'Eyquem en 2019. Oui, un château Yquem, oui, j'en ai bu. Je suis allée à Château Yquem aussi. J'étais invitée dans tous les grands châteaux Bordeaux. Et c'est là où je me suis dit, les Anglais, avec tout ça, ils font Downton Abbey. Oui. Et nous, on n'a jamais rien fait, quoi. Donc, il y a tellement d'histoires. Il y a l'histoire de la vigne, il y a l'histoire de ces maisons anciennes, il y a l'histoire de Bordeaux, qui a quand même été une ville à la fois anglaise, puis française, anglaise. Enfin, vous voyez, c'est très, très anglais. Protestante plutôt que catholique. Traite des Noirs, la canne à sucre. Vous voyez, il y a toute une histoire très colorée à Bordeaux. Oui. Et je me dis, pourquoi
pourquoi je n'écrirais pas une histoire sur une de ces vieilles familles bordelaises qui a un château au milieu du vignoble, voilà. Oui, et le réflexe est venu justement, c'est un réflexe journalistique en disant, on voit dans les journaux ces vieilles familles qui se transmettent le château de génération en génération. Ça a été presque aussi un déclic pour vous? Oui, moi je crois que je suis restée profondément journaliste, mais je pense que j'ai toujours été curieuse. Maman me dit toujours que quand j'étais petite, je partais par j'habitais donc à Casablanca au Maroc, et ben je descendais dans la rue et j'allais parler absolument avec tout le monde. Et je suis curieuse de l'autre. De la vie de l'autre, de ce qui va me cacher, que j'ai envie de savoir. Et donc, et quand j'étais journaliste, j'ai adoré ce métier parce que, alors surtout quand vous travaillez pour Match, vous allez partout, quoi. Tout le monde vous reçoit. Vous allez aussi bien dans le couloir de la mort en Floride au mariage royaux à Buckingham, que lors d'une guerre en Yougoslavie, ou je sais pas, on allait partout, où vous suivez une équipe de volley-ball en Australie. Vous voyez, et moi, à chaque fois, j'apprenais quelque chose de nouveau parce que je connaissais rien au volley-ball. À chaque fois, je disais à Roger Théron, qui était le rédac-chef de Match, je disais, mais Roger, je connais rien à ce sujet. Eh ben, c'est très bien, comme les lecteurs, voilà. tu vas nous apprendre des choses. Et ben voilà, et effectivement ce que vous avez fait, parce qu'avant d'écrire La mariée portait des bottes jaunes, vous avez fréquenté, vous avez été reçu dans ces châteaux, Catherine Pancol. J'ai squatté en tous les cas un château parce que je voulais avoir les odeurs du matin, les odeurs du soir, les bruits du petit déjeuner, comment on mettait la table, les soirées de famille. Enfin, je voulais vivre dans un château pour m'approprier les détails, pas la vie des gens, parce que ça, je touche jamais à la vie des gens, mais pour avoir les détails, comment vivent ces gens. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils font le week-end, comment est leur maison au Cap Ferré. Oui, parce que ce sont des vies très secrètes. Et voilà, ils ont accepté de vous recevoir. Oui. Qui n'était pas ça, vous aviez des amis pour... Oui, j'avais une amie dont le cousin avait un château très très célèbre d'ailleurs, et qui a bien voulu que je vienne passer. J'ai d'abord passé 15 jours chez lui, puis après je suis revenue 15 jours, puis je suis revenue 15 jours, donc j'ai squatté, et à chaque fois je prenais des notes. J'interviewais le chef de culture, le chef du déchet, enfin... Et en même temps, c'est des codes de famille très anciennes qui n'ont pas changé. Quand vous parlez de Downton Abbey, c'est la même chose. C'est Downton Abbey, c'est exactement ça, et puis, comme ils ont été occupés par les Anglais, quand même, les gens du Bordelais, longtemps, ils ont cette espèce de maintien, ne jamais s'expliquer et ne jamais pleurer. Never explain, never complain. Ne pas se plaindre, ne pas expliquer, ne pas pleurer, rester digne. Ils ont un grand sens de la dignité, ce qui fait qu'on peut les taxer de personnes un peu froides. Mais en fait, ils sont anglais, quoi. Ils ont un côté anglais. Et ça donne, justement, c'est ça qui est intéressant dans un roman, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière la façade. Et voilà. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que vous êtes arrivé à un moment clé, c'est les vendanges. Oui. Ça, c'est le hasard ou le destin ou la décision, mais ça a été très important pour vous, Catherine Pancol. Oui, parce que moi, j'avais jamais assisté aux vendanges, enfin sur place, comme ça, tous les jours. Et surtout que je suis allée dans les vignes, j'ai porté la haute pendant une rangée, mais ça me suffit, parce que j'ai trouvé ça très fatigant. Après, j'ai assisté au triage des baies, parce qu'on ne dit pas grains de raisin, on dit baies. Après, j'ai vu les grains se faire presser, monter dans les cuves. Enfin, c'est passionnant. Je me dis, tout ça, ça va faire un vin qui va partir à l'autre bout du monde, qui va faire rêver des gens, quoi. Et d'où l'idée de ces grandes familles et des enfants qui sont deux enfants qui sortent d'un lotissement et qui se retrouvent dans ce château. Parce qu'il y a la cadette de la famille qui a fauté, qui est partie avec un journalier, donc qui faisait les vendanges, qui est un Canadien qui était venu pour faire les vendanges. Elle est partie avec lui parce qu'elle est tombée amoureuse de lui, mais elle a été chassée de la famille, donc ils ont fini par habiter un petit lotissement et ils ont eu 2 enfants, India et Louis. Et à un moment, Muriel, donc la fille de famille qui a fauté, son mari est parti, elle part à sa recherche et elle a besoin de confier ses enfants à des gens qui elle a confiance. Et donc elle dépose Louis et India devant la grille du château. Et c'est là où l'histoire commence, parce que ces 2 enfants, ils arrivent là-dedans, ils connaissent absolument rien aux us et coutumes des gens qui habitent là. Sauf qu'ils sont très très malins et qu'ils voient plein de choses que les adultes ne voient plus, parce qu'ils vivent là-dedans. Et ils vont révolutionner l'endroit. C'est-à-dire qu'ils vont faire ressortir un à un tous les secrets de famille.
Et c'est pas des singes savants du tout, c'est des enfants juste qui sont sensibles, intelligents et qui perçoivent les petits détails qui dérangent. Ce qui est étonnant, c'est la façon dont vous construisez votre roman. C'est-à-dire que vous êtes parti sur cette enquête, vous revenez, vous commencez à construire votre personnage, et cette idée que vous venez d'évoquer, elle vient presque naturellement, Catherine Pancol. Ouais. Au début, je pensais pas que les enfants allaient avoir autant d'importance. Je pensais qu'ils étaient là pour l'histoire, parce que cette femme avait donc quitté sa famille pour épouser son amour. Et donc, je pensais que les enfants allaient suivre l'histoire. Mais en fait, les enfants, dès qu'ils ont ouvert la bouche dans la voiture, la première scène, dès qu'ils se sont mis à parler, je me suis dit, mais c'est qui ces enfants? Ils sont incroyables. Vous ne racontez pas d'histoire, vous les vivez en les écrivant. Oui, absolument. Ah, moi, je suis tous les personnages. Ah oui, je saute dans la tête d'un personnage à l'autre et... Ah oui, je les connais tous par cœur. Je crois qu'il y a 22 personnages dans ce livre, ce que vous n'aviez pas imaginé au départ, parce que c'est venu comme ça. Pas du tout. Au départ, je pensais que j'allais faire un huis clos familial. Oui, là, avec 300 pages. Avec 300 pages, oui. Et comment on sent que justement, on va plus loin? C'est l'envie, c'est le désir? Ce sont les personnages, une fois de plus. C'est les personnages qui, tout d'un coup, c'est eux qui prennent le récit en main. Donc, c'est eux, à la limite, qui me racontent l'histoire. Donc, moi, je les écoute. Et vraiment, il y a un moment, c'est pas un effet de style, ce que je raconte. C'est vrai, il y a un moment où ça balance. Les personnages, ils sont grands, ils sont mûrs, ça y est, ils sont finis. Comme les enfants. Puis ils s'en vont, mais ils continuent à vous raconter l'histoire. Et vous n'arrivez plus du tout à les maîtriser. Vous dépendez d'eux. Et tant et si bien qu'à la fin, j'avais promis que je rendais mon manuscrit fin décembre pour que le livre sorte en avril. Et on m'avait dit, si c'est pas arrivé fin décembre, tu sortiras en octobre-novembre. Et moi, je voulais pas avoir encore 9 mois à attendre que mon livre sorte. Donc, je travaillais, je faisais 8 heures par jour, là. Et, sauf qu'à un moment, un des personnages qui pour moi était réglé, enfin, j'étais vraiment à la fin, hein. Ça y est, je savais ce qu'elle allait faire, elle m'avait tout raconté. Pouf, elle se bloque. Et elle veut plus avancer, et elle s'enferme dans sa chambre à clé. Et je peux plus la faire sortir, parce que pour que l'action soit vraie et que le lecteur ne se sente pas manipulé, il faut que ce soit le personnage qui résolve son conflit. C'est pas moi qui dois arriver de l'extérieur. Et donc, j'étais là et j'attendais qu'elle sorte de sa chambre, et elle sortait pas. Et je pouvais pas, moi, créer l'incident. Donc, j'ai attendu. Et je me dis, bon, mais tant pis, je sortirai en octobre ou en novembre, le livre attendra, voilà. Et puis finalement, bon... Elle est sortie de la chambre. Et elle avait une bonne raison. Je suis trop contente. Il y a aussi des choses étonnantes, c'est que votre passé ressurgit. Je crois que pour évoquer les conflits, vous êtes souvenu des procès auxquels vous assistiez quand vous étiez à Paris Match, Catherine Pancol. Ouais, j'adorais faire ça, les procès à Match. C'est une école formidable. C'est une école de théâtre, c'est une école de la vie, c'est une école de cinéma. Parce que vous avez quelqu'un, je me rappelle, j'avais assisté au procès de Simone Weber, qui a quand même tronçonné 2 ou 3 amants. Hein. Et j'avais en face de moi, parce que les journalistes, on est tout près de la scène, et j'avais en face de moi cette dame avec les cheveux permanentés, très propre, un petit cardigan posé sur ses épaules, tenant par un bouton, qui tricotait pendant le procès. Et je la regardais, je me suis dit, cette femme, elle a tronçonné 3 hommes. Il faut le faire quand même. Oui. Et elle était absolument très respectable, quoi. Et puis il y avait tous les témoins qui arrivaient en disant oui, on a vu dans les poubelles un bras qui dépassait quand elle sortait sa poubelle sur le palier. Et c'est formidable. On est en plein dans la vie là, vous voyez. Et puis ce roman est novateur, Catherine Pancol, parce que certains chapitres commencent par des questions en quelques lignes. Non, j'ai fait ce que fait la comtesse de Ségur. Vous savez, la comtesse de Ségur, dans Les Malheurs de Sophie, dans tous ses romans d'ailleurs, le général d'Ourakine, enfin, et de Nigaud, tout ça. Elle dit où l'on apprend que Sophie ne résiste pas à manger les confitures. Oui. Où Madame de Réan est très mécontente et la punit en l'enfermant dans un cagibi. Et donc c'est drôle parce que vous envoyez des espèces de teasers comme ça, et donc la personne qui est en train de lire, elle a envie de savoir ce qui va se passer, donc elle est obligée de continuer à lire. Voilà. Et la comtesse de Ségur, elle détaillait dans chacun de ses livres les plats servis dans les pique-niques. Ça durait des pages et des pages. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je me souviens.
souviens pas de ça. Non. Et vous, vous avez... Parce que vous goûtez tout. Lorsque vous êtes à New York, vous goûtez les cheesecakes pour les livres. Et là, vous avez dû goûter des vins. Ça a été très difficile. Oui, c'est sûr. C'est sûr que j'ai goûté les vins, là. Mais j'ai fait mon éducation, hein. Ah, vraiment. C'est-à-dire que maintenant, je peux plus boire un vin qui n'est pas bon. Voilà. Et on ne dira pas pourquoi le titre, c'est La mariée portait des bottes jaunes, parce qu'il faut le découvrir dans le livre. Oui. C'est important pour vous de garder le secret de l'écriture. Oui, puis j'aime bien que les gens ils puissent imaginer ce qu'ils veulent. C'est toujours pareil. Moi, j'aime bien raconter des histoires. Après, les gens, ils peuvent se raconter la fin, ils peuvent se raconter pourquoi elle porte des bottes jaunes, ils peuvent se raconter est-ce qu'elle est vraiment mariée. Vous voyez, est-ce qu'elle a fait un hold-up. Vous voyez, c'est bien de laisser les choses ouvertes. Oui, en laissant des indices au fil des pages. Ouais. Ça aussi, c'est dur à construire. Voilà. Mais c'est un métier, hein. Oui. Ce métier, vous l'exercez, vous allez continuer parce que vous n'allez pas arrêter comme ça, Catherine Pancol. Je sais faire que ça, alors. Voilà. Je m'ennuie quand j'écris pas. Donc maintenant, c'est la tournée, le succès, et puis déjà le prochain roman, vous avez une idée? Je sais pas. J'attends. Là, vous savez, c'est Stevenson qui disait ça. Il disait, quand on a fini d'écrire un livre, le réservoir à idées est vide. Il faut attendre qu'il se remplisse pour repartir. Moi, j'attends qu'il se remplisse. Je ne suis pas inquiet, puis vous reviendrez quand il sera bien rempli. Oui, Jacques. Et que le livre sera sorti. Ça, c'est sûr. Pour l'instant, c'est La mariée portait des bottes jaunes, un roman qui se lit vraiment comme un roman. Il n'y a pas d'autre mot. Du début à la fin, il ne faut pas le lâcher. Chez Albin Michel. Merci, Catherine Pancol. Et ne changez surtout rien. Vous non plus. Hein. Comptez sur nous. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.